J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises sur cette chaîne de parler de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et surtout du troisième et dernier volet de celle-ci. Nous avons déjà parlé de divers éléments entourant une production mouvementée, mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles conclusions tirer de ce film qui a déchaîné certaines passions, attiré beaucoup de critiques et qui a ponctué une des sagas les plus importantes de l'histoire des comic book movies. Avant de rentrer dans le vif du sujet et regarder ce que Spider-Man 3 a à nous offrir, revenons quelques années en arrière pour comprendre comment et dans quelles conditions ce film a vu le jour. Après le succès en 2002 de Spider-Man, Sam Raimi propulse l'araignée sympa du quartier sur le devant de la scène. Victorieux d'un affrontement héroïque contre le bouffon vert, le personnage interprété par Tobey Maguire a su attendrir le cœur des fans en tant que Peter Parker, cet ado maladroit à l'extrême, au cœur d'un triangle amoureux toxique pour ses trois membres. Ni une ni deux, une suite est prévue et voit le jour en 2004. Le sobrement intitulé Spider-Man 2 est un véritable raz-de-marée. Tous les points positifs du premier opus sont creusés dans les aspects les plus précis, le scénario est remarquablement bien mené et le méchant charismatique au possible. Le développement des personnages est quasi parfait avec des effets visuels qui encore aujourd'hui n'ont pas mal vieilli. Spider-Man 2 est un succès colossal tant au box-office que dans la critique. Il deviendra même le premier comic book movie primé aux Oscars pour ses effets spéciaux et reste à ce jour le seul du genre à avoir obtenu une distinction de ce prestige. Encore aujourd'hui, Spider-Man 2 est considéré comme le meilleur de la trilogie et un des meilleurs films CMB de tous les temps. C'est pourquoi la machine une fois lancée, le troisième opus est annoncé. Pour répondre à une attente et une hype immense des fans du monde entier, Spider-Man 3 se voit octroyer le plus lourd budget de l'histoire du cinéma avec 258 millions de dollars dans la banque. Il tiendra ce record pendant 3 ans jusqu'en 2010, mais sera égalé un an avant par Avatar. Le casting est de retour, la hype est titanesque, l'enveloppe est épaisse, pas question de décevoir. Selon les premiers plans de Sam Raimi, Peter Parker dans ce troisième opus se verrait confronté au vautour, un méchant récurrent du tisseur. Vieil homme malade désabusé, Adrian Toomes est le premier choix pour aller embêter notre bon vieux Toby pendant 2h30. Certaines rumeurs racontent une potentielle apparition de Mysterio teasé dans les 2 précédents volets, mais nous en restons encore aujourd'hui au stade de la rumeur, bien que plus récemment, Raimi a confié dans une interview que Bruce Campbell jouait bien un seul et même personnage dans ces 3 opus. Alors que le chemin commence à être tracé par le réalisateur, les producteurs hollywoodiens, toujours bien intentionnés et tournés vers les artistes et les fans, sentent un mauvais filon. Ils ont en effet peur que le vautour ne parle pas assez aux fans et ne capitalise pas assez sur le succès des 2 premiers films. Alors, Raimi, après de multiples négociations, est contraint d'incorporer un personnage que le fanservice a façonné de bien des manières, Venom. Assez déçu de la tournure des événements, Raimi décide même de supprimer purement et simplement le vautour de tout arc narratif du film, craignant de ne pas pouvoir l'adapter correctement avec le développement de Venom dans les pattes. La légende raconte que c'est donc Tobey, grand fan de l'Homme-Sable, qui a soufflé l'idée de l'ajouter aux péripéties du film. Sam Raimi se lance donc dans la production d'un film où il n'a pas eu les clés entières du camion, avec la promesse envolée de réaliser un 4e opus où le vautour serait central. En attendant, Spider-Man 3 sort à l'été 2007, après une campagne de lancement et une hype monumentale. Dès le début du film, nous retrouvons un Peter Parker épanoui, à la fois dans sa vie personnelle que dans sa vie de justicier. Sa cote de popularité n'a jamais été aussi haute auprès des habitants de New York. Après près de 5 ans dans le costume bleu et rouge, il semble enfin avoir trouvé un équilibre dans sa double vie qui le comble. May a définitivement pardonné Peter de sa responsabilité dans le meurtre de son oncle Ben, et fort de cette dynamique, Peter annonce à sa tante son désir d'épouser Mary Jane. Cette dernière connaît elle une période plus difficile et peine à se faire un nom à Broadway. On la sent même plutôt envieuse de la situation de Peter qui paraît bien plus épanouie qu'elle. De plus, si vous connaissez les 2 premiers volets, vous le savez, lorsque Peter et MJ sont présents, Harry n'est jamais très loin dans les parages. Le fils Osborn n'a jamais été aussi proche de tenir sa vengeance contre celui qu'il tient responsable de la mort de son père. Après avoir remanié la formule du bouffon de son défunt père, il se l'injecte pour devenir à son tour le bouffon vert. Ce début de film est dans la lignée des arcs scénaristiques des précédents films et s'inscrit parfaitement dans le développement de chaque personnage. On suit une certaine continuité dans les intentions et les parcours de chacun, jusqu'à ce que de nouveaux éléments viennent s'entremêler à tout ça. En parallèle, le fugitif qu'on connaîtra très vite sous le nom de Flint Marko est en cavale.
Il part rejoindre sa fille malade qu'il ne parvient pas à soigner malgré divers cambriolages pour tenter de trouver un argent qu'il n'a pas. On nous informe assez vite qu'il est responsable de la mort d'un homme lors d'un casse qui a mal tourné. Très rapidement dans le film, Flint Marko devient l'homme sable suite à sa chute dans un accélérateur de particules. Selon moi, l'homme sable est le meilleur méchant du film. Ses motivations sont très touchantes et son destin rappelle pour les fans de la chauve-souris Mr. Freeze. Son personnage est sublimé par selon moi le meilleur thème musical du film entier. D'ailleurs, petite précision assez importante, mais ce n'est plus Danny Elfman, le responsable de la bande originale, mais bien Christopher Young, qui nous le verrons, livre un bilan contrasté. Dans le premier tiers du film aussi, Harry reste au premier plan et offre un des meilleurs combats du long métrage. Son costume, comme toutes les tenues de la trilogie Raimi, pue les années 2000, et si aujourd'hui elles paraissent un peu dépassées, si on les remet dans le contexte de l'époque, les costumes sont vraiment pas si mal que ça. Harry continue son développement entamé dès le premier opus de la saga dans un combat qu'il perdra, et pas qu'un peu puisqu'il se retrouvera amnésique un petit temps suite à un choc à la tête. Première facilité scénaristique du film qui écarte Harry de l'équation le temps que Flint et le symbiote entrent en jeu. Si personnellement la présence de nombreux méchants dans un film n'est pas rédhibitoire au développement de ce dernier, ici on peut tout de même constater des embouteillages dans les arcs narratifs propres aux vilains. Si Harry aurait dû, à mon sens, être central dans la trame du film et voir pourquoi pas un vautour ou un homme sable se greffer à cela, le parti pris de traiter équitablement les trois vilains enlève de leur charisme tout au long du film. Car justement, nous allons directement venir au sujet qui fâche le plus au sujet de ce film, le troisième méchant, Venom. J'ai entendu bon nombre de fois dire que l'adaptation de Venom dans ce film est presque une insulte entre guillemets au personnage. Je répondrai à cette invective par une simple question. Est-ce que vous avez déjà lu un numéro de The Amazing Spider-Man où Peter se bat contre Venom ? Parce que si vous ne le saviez pas encore, Venom est un vilain très expédié dans son arc original. Lorsque le lecteur rencontre Eddie Brock pour la première fois, celui-ci est déjà Venom, est entré en contact, je cite, par hasard avec le costume noir de Spidey, costume noir que Peter porte encore à ce moment-là. Quelques rapides monologues nous dévoilent brièvement le passé de Eddie au Daily Bugle et la haine qu'il nourrit envers Spider-Man au moment où il dévoile son alliance avec un super vilain, dont on ne connaît d'ailleurs pas le nom. Pas d'arrachage de symbiote en haut d'un clocher donc, mais juste une tenue recousue par MJ et le tour est joué. Seulement, Venom sera très apprécié du public à l'époque et le fanservice aura raison du personnage. Background approfondi, retour permanent, création d'un double maléfique du double maléfique et réadaptation dans des séries de comics plus récentes, Venom s'inscrit dans le paysage de l'araignée. Alors, lorsqu'on connaît les dessous de la première apparition de Venom dans les planches, je vois vraiment rien de choquant dans l'adaptation de Raimi. On nous y montre sa haine envers Peter, contre qui il mène une bataille acharnée pour un poste au Bugle, Spider-Man qui lui casse son matériel et qui embrasse sa copine devant tout New York. Là t'as vraiment déconné Peter. Venom, même si on sent des côtés pas assumés certainement liés au fait que Raimi n'était pas à l'aise avec le personnage selon ses dires, n'est vraiment, mais alors vraiment pas le plus gros ratage de ce film. Je vous laisse me donner votre avis sur le sujet dans les commentaires, ça m'intéresserait grandement. A mon sens, la critique envers Spider-Man 3 s'est tournée vers une certaine trahison du matériau de base, les comics. Pourtant, lorsque personnellement je vais au cinéma pour voir Spider-Man, je n'y vais pas pour voir l'entièreté de l'arc en comics que je connais déjà. Je cherche une vision, une adaptation et une appropriation qui se tient et qui est assumée de bout en bout par toute l'équipe créative et artistique du film. Or, le défaut majeur de Spider-Man 3 est qu'il trahit davantage les deux volets précédents qui l'ont construit. La construction d'un personnage qui était censé arriver à son apogée est gâchée par un traitement imposé de vilains qui n'ont simplement pas leur place ici. Sans que l'adaptation soit mauvaise encore une fois, jamais le développement de Harry, MJ et Peter ne doivent passer au second plan, car ce sont eux qui tiennent la trilogie depuis le début. Les vilains, aussi charismatiques soient-ils, ne restent eux qu'un film pour justement contribuer à ce développement long terme qui aurait dû atteindre son climax en ce qui concerne Harry. Cependant, des producteurs avides de plata ont imposé des méchants simplement insignifiants, contraignant de revenir sur des points de scénario centraux de la saga entière pour leur donner une plus grande importance. Les diverses facilités scénaristiques et retournements de situations impromptus gâchent un développement qui avait été remarquablement bien construit auparavant. Putain Bernard, tu pouvais pas juste te réveiller avant ?
Il est d'autant plus frustrant de voir que Spider-Man n'en est pas à proprement parler mauvais pour autant. La CGI est magnifique et met une leçon à tout le MCU encore aujourd'hui en comparaison. Les combats sont sublimes, notamment celui contre Flint Marko et celui contre Harry qu'on a abordé un peu plus tôt. La bataille finale est prenante, bien que là encore, Raimi a dû faire face à une difficulté de taille. Le scénario prévoyait que Venom et Marko capturent Gwen et non MJ, conduisant à la mort de la mannequin et rappelant donc les comics. Cependant, Bryce Dallas Howard, l'actrice incarnant Gwen, était enceinte lors du tournage, ce qui changea les plans du réalisateur. Mais bon, jamais 203 vous me direz. Aussi, le film nous offre des scènes magnifiques et prenantes comme l'entrée en contact du symbiote avec Peter et beaucoup de scènes de balancement avec le costume noir. La rédemption de Marko, qui malgré l'approche scénaristique assez intrigante sur la mort d'Oncle Ben 2 films plus tôt, est assez touchante. Les musiques sont assez contrastées, n'en déplaise aux fans des mèmes TikTok dont je fais assidûment partie, mais le thème du Spider-Man symbiotique, devenu aujourd'hui iconique, est assez osef en comparaison au merveilleux thème de l'Homme Sable. Les thèmes principaux de Elfman sont bien entendu repris pour le plaisir des oreilles et sont marqués par des séquences et une imagerie millimétrée. De plus, le montage est bien mieux soigné à mon sens que dans les deux opus précédents et il réside donc une vraie frustration de voir ce qu'aurait pu être ce film si Raimi avait eu les pleins pouvoirs. Frustration qui est d'autant plus forte que quelques années plus tard, Raimi se désistera du projet Spider-Man 4 après que les producteurs aient de nouveau contraint le réalisateur à incorporer des méchants non voulus. La suite, vous la connaissez, Tobey Maguire sera fidèle au réal et lâchera le projet également. Spider-Man 4 ne verra jamais le jour. Bien qu'il présente de nombreux défauts, Spider-Man 3 n'est pas un aussi mauvais film que ce que beaucoup essayent de nous faire croire. Prendre du recul sur l'argument puriste des comics et trahison max envers le papier est nécessaire à mon humble avis, et le problème est davantage la continuité et l'inscription de ce film dans la saga entière, problème qui le rend par moments décevant scénaristiquement à bien des égards. Si Spider-Man 1 et 2 sont de magnifiques exemples d'à quel point une œuvre peut être marquante lorsqu'on laisse l'équipe créative mener son projet jusqu'à terme, Spider-Man 3 est un magnifique exemple d'à quel point on peut tout foirer lorsqu'on fait primer les billets à la critique générale. Personnellement, si vous êtes un novice de Spider-Man et que vous n'avez pas vu ces films, je vous dirais d'aller les voir. Et tous, même le troisième. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. En attendant, la fraude n'est jamais finie. Portez-vous bien, c'était le fraudeur.